Ok, alors bonjour, bonjour tout le monde. Ce soir, donc, on va commencer la nouvelle série, le nouveau format d'Instant Technique, donc sur le thème de la cybersécurité au quotidien. Donc, pour commencer déjà, est-ce que tout le monde a l'écran correctement? Est-ce que tout le monde a le son correctement? Est-ce que tout le monde m'entend? Faites un petit retour. Oui, dans la salle, j'imagine que oui. Faites, faites un petit retour sur le chat YouTube, sur le chat sur le côté. Et voilà, ça devrait bien se passer. Donc on a Lionel à la régie avec son micro qui sera là pour prendre et me répéter vos questions s'il y en a en cours de diffusion ou les mettre de côté si on peut les reporter à la fin de la présentation. Et donc je vous précise au passage qu'il y aura une petite pause à peu près au milieu de la présentation pendant laquelle vous pourrez vous absenter, vous hydrater, tout ça, tout ça. Donc, est-ce qu'on est bon côté YouTube? Ouais, nickel. Donc un premier instant technique, nouveau format. Instant technique, mais pas trop quand même. On va balayer un petit peu tout ce qui touche aux thématiques de la cybersécurité, donc que moi j'appelle du quotidien. Donc pas des choses forcément très techniques, très poussées. L'idée c'est plutôt de rebalayer les différentes menaces ou les différents points d'attention auxquels vous pouvez être confronté dans votre quotidien à la fois professionnel et à la fois personnel. Et de voir ensemble finalement de quoi on doit se méfier, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de façon globale et préventive. Et directement, on enchaîne avec, déjà pour commencer avec le pas forcément fun, un petit peu de définition. Donc les gens parlent souvent de vie privée. J'ai tendance à plutôt parler d'intimité plus que de vie privée. Pour moi, ça ne représente pas la même chose et généralement les gens n'ont pas la même attitude face au message. Donc l'idée, c'est que la vie privée, globalement, on a l'impression que ça va concerner toutes les personnes publiques, toutes les célébrités, etc. Et que nous, en tant que citoyens lambda, entre guillemets, on n'a pas forcément de choses à cacher, pas forcément de gens qui portent une attention particulière à ce qu'on peut faire ou non. Donc en parlant d'intimité, pour moi, c'est plutôt notre chez nous, notre jardin secret. Tout ce qui va être, tout ce qu'on veut garder pour nous, partager qu'avec un cercle restreint de personnes, des gens de confiance, les amis, la famille. Et ça, dans ma conception de la chose et du message que j'essaie de faire passer généralement sur ce sujet, c'est quelque chose qui représente plus ce que j'essaye de faire passer, ce que je souhaite que les gens se représentent quand on parle de se protéger un petit peu sur Internet, et que ce soit donc à la fois au travail et à la fois à la maison, parce que c'est globalement les mêmes typologies de risques. Donc, globalement, l'intimité, ça va représenter toutes les traces que vous laissez en ligne, ou sur des outils numériques, des supports numériques, téléphone, ordinateur, webmail, stockage dans le cloud, etc. Vos correspondances, globalement, qui font partie des choses les plus importantes. Votre historique de recherche en ligne, vos achats sur des sites de e-commerce, ou non par ailleurs, puisque la plupart d'entre vous utilisez aussi des cartes de fidélité dans des magasins physiques qui vont, elles aussi, tracer et analyser vos habitudes d'achat. Vos rendez-vous médicaux, puisque de plus en plus, dans un premier temps, spontanément, pas mal de gens sont passés par des sites type Mon Docteur, Doctolib, etc. Et de plus en plus, on se retrouve face à des cabinets médicaux qui imposent la prise de rendez-vous via ces plateformes. Donc, plateformes qui sont capables de savoir que telle personne est allée voir tel médecin tel jour ou à telle fréquence dans l'année. Et vos déplacements, pour la plupart, alors que ce soit des déplacements long entre guillemets via des applis GPS, mais ça peut aussi être vos déplacements tout simples. Vous faites une rando en vélo ou de la course à pied, vous utilisez une appli pour avoir des statistiques qui sont clairement pas dénuées d'intérêt, mais qui sont enregistrées et qui peuvent servir pas forcément dans le contexte dans lequel vous pensez qu'elles vont être utilisées. Alors, la principale chose à laquelle on est confronté dans ces cas-là, globalement, les gens, ils en ont pas grand-chose à cirer. Parce que, voilà, la réponse qu'on me pose le plus souvent dans ces cas-là, c'est moi, je n'ai rien à cacher. C'est pas forcément le cas. Déjà, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à cacher, finalement. Qu'est-ce qu'on veut garder pour nous.
Pour ça, je me suis appuyé sur le baromètre de fin 2018, donc qui est actualisé tous les ans ou tous les 2 ans par la CNIL et l'Institut Médiamétrie, et qui est finalement assez révélateur des habitudes des Français. Voilà, donc, globalement, quand on essaye d'avoir une navigation, un usage de l'Internet propre, entre guillemets, on se rend compte que un tout petit peu moins de la moitié des internautes n'a jamais utilisé au cours de ses pérégrinations sur Internet un bloqueur de publicité. Donc ce qu'on appelle bloqueur de publicité, ça va être une extension dans le navigateur qui, comme son nom l'indique, va bloquer les publicités, mais pas que, on y reviendra un petit peu après, mais elle bloque globalement beaucoup plus de choses que ça. On se rend également compte qu'il y a vraiment une toute petite minorité des personnes de 25 à 34 ans qui utilisent un bloqueur de publicité, alors que c'est les personnes qui ont un usage le plus prononcé, le plus fort d'Internet. Et que voilà, il y a à peu près un tiers des personnes qui, elles, en utilisent un, qui le font parce qu'elles estiment que c'est important pour protéger leurs informations personnelles quand elles naviguent sur Internet. Une grosse majorité, 65%, des utilisateurs utilisent Google Chrome comme navigateur. Donc là, on parle vraiment de Google Chrome, le navigateur de Google, et pas... on exclut dans ce chiffre tous les autres navigateurs, type Brave ou d'autres, qui sont basés sur le moteur de rendu de Chrome, enfin de Chromium exactement. C'est un navigateur qui, à lui tout seul, de toute façon, est très fortement lié à Google, et que vous le vouliez ou non, et en particulier quand on utilise la navigation privée, où les gens se pensent instinctivement plus à l'abri, c'est vraiment le navigateur qui renvoie spontanément le plus d'informations possibles sur vous vers les serveurs de Google. Et comme je le disais, voilà, en particulier si vous utilisez la navigation privée, puisque pour Google, c'est à ce moment-là que vous avez une navigation la plus libre possible, et vous avez le comportement le plus naturel, celui qui vous décrirait le plus précisément. Un tout petit quart des personnes interrogées ont activé le paramétrage ne pas me pister dans leur navigateur. Je pense que la plupart ont également découvert au moment de l'enquête que ce paramétrage existait. Donc c'est un signal qui est envoyé par votre navigateur au site internet quand vous le joignez, qui indique au site que vous ne souhaitez pas être pisté. Ce que le site fait de ce signal-là, c'est loin d'être garanti. C'est-à-dire que des sites spontanément vont le respecter et désactiver un bon nombre de traceurs, d'autres vont simplement l'ignorer. Voilà, c'est assez difficile. Ça reste assez marginal, c'est quelque chose qui est loin d'être implémenté partout. Et voilà, un petit peu plus de la moitié, 66% des personnes interrogées ont confiance dans leur navigateur pour enregistrer les mots de passe d'accès aux différents sites et services qu'ils utilisent. Il faut bien garder en tête que c'est généralement stocké en clair et que n'importe qui a accès à votre PC déjà peut les utiliser, peut les consulter, et que surtout si vous vous faites voler ordinateur ou téléphone, c'est assez simple à récupérer pour la personne qui le voudrait. Les réseaux sociaux, gros vivier de données personnelles, de risques et vecteurs de propagation de virus, chaînes diverses et variées. 83% des internautes français interrogés sont inscrits sur au moins un réseau social. 1, 2, 3, plus, etc. Un cinquième des internautes utilise également un réseau social professionnel, LinkedIn, Viadeo. Et un petit peu moins de 30% n'ont jamais réglé un seul paramètre lié à la confidentialité ou à l'accès à leur contenu sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent, auxquels ils sont inscrits. Avec un gros point pour les utilisateurs de réseaux sociaux professionnels, qui eux, globalement, ne touchent absolument pas à ça, laissent les réglages par défaut, notamment celui qui permet et qui est jugé le plus intrusif par les personnes, celui qui fait que quand vous visitez un profil, la personne titulaire du profil en est informée. C'est quelque chose qui se désactive dans la plupart des cas, et les gens le laissent activer par défaut. Les ordiphones. Ordiphone, le mot français pour smartphone, téléphone intelligent. On a une grosse moitié des mobinautes qui ont tout simplement refusé, à un moment donné, d'installer telle ou telle application, parce qu'ils estimaient que les autorisations demandées par l'application n'étaient pas en adéquation avec l'usage qu'ils pensaient en avoir, ou l'activité qu'ils pensaient que l'application avait sur leur téléphone. Dans la majorité des cas, c'est parce que l'application demande accès au contact ou à la localisation. C'est ça qui finalement inquiète le plus les propriétaires de ces téléphones-là. Par contre, on observe que
les demandes d'autorisation, accès au SMS ou à l'historique des appels et l'accès au mail, c'est quelque chose qui alarme pas plus que ça les internautes finalement. Donc c'est ce qui fait, ça ne fait pas partie des raisons pour lesquelles une majorité d'utilisateurs de smartphones renoncent à installer une application. 100% des personnes interrogées disposent d'au moins un périphérique qui est équipé d'un assistant vocal intelligent, donc celui de Google, Alexa chez Amazon, Siri chez Apple, etc. Donc que ce soit via leur ordinateur, via un téléphone, via une enceinte connectée ou un périphérique connecté quel qu'il soit, et qu'une très large majorité reconnaît ne jamais l'utiliser. Donc ils ont malgré tout à la maison, dans le salon, dans leur poche, un périphérique qui est réglé, qui est en fonction pour enregistrer tout ce qui se dit, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si votre équipement est capable de reconnaître le mot-clé qu'il déclenche, c'est qu'il écoute en permanence. Donc voilà, la plupart de ces gens-là, on a 71% des personnes qui naviguent sur Internet en France, d'après cette enquête, qui ont un micro qui écoute en permanence chez eux ou sur eux, sans jamais l'utiliser. Globalement, ça c'est un état des lieux. Maintenant, on va voir un petit peu côté usage malveillant de toutes ces choses-là, comment ça se passe. Alors, énormément, là on parle plutôt pour les professionnels, énormément d'entreprises estiment que la cybersécurité, la sécurité de l'information au sens large, c'est absolument pas une priorité. C'est quelque chose qu'on peut repousser, sur laquelle on ne doit pas consacrer de budget. Alors on va voir un petit peu avec quelques chiffres donc de 2016, ce sont les plus récents que j'ai trouvés, donc de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui traite ce genre de cas, que sur l'année 2016, on a eu un petit peu plus de 9000 atteintes au système d'information enregistré en France, donc des personnes qui ont déclaré à la police, à la gendarmerie, qu'ils avaient été victimes d'un piratage quel qu'il soit, avec parmi ça un petit peu moins de 1700 infractions vraiment aux droits des personnes, donc notamment tout ce qui va être hameçonnage, phishing, usurpation d'identité, etc. On constate qu'entre 2011 et 2014, le nombre de débits frauduleux sur les comptes bancaires des personnes ont doublé, donc via un usage malveillant, que 42%, un petit peu moins de la moitié de ces débits sont supérieurs à 300 € et 17% supérieurs à 1000 €, ça fait des grosses sommes. Globalement, il y a eu deux tendances, une qui disparaît un petit peu et une qu'on voit apparaître de plus en plus. Il y a quelques années, la grosse majorité de ce genre de débits frauduleux, c'était des petites sommes qui revenaient régulièrement, de telle façon que les personnes qui ne suivent pas un peu en détail leur compte en banque ne soient pas choquées par le montant, ne voient pas une somme d'argent qui a disparu, on ne sait pas trop comment. Voilà, un débit de 5 €, si on ne suit pas attentivement ses comptes, on ne le remarque pas forcément, ou du moins après plusieurs débits, plusieurs mois. C'est quelque chose qui disparaît de plus en plus, notamment parce que les particuliers suivent de plus en plus l'activité liée à leur compte en banque via des applis mobiles, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et on passe sur des techniques un petit peu plus évoluées, qu'on détaillera après, des débits supérieurs à 300 € dans certains cas, très souvent qui tournent autour de 200 €. Voilà, on affiche des messages, des publicités mensongères sur les ordinateurs des personnes ciblées. On leur fait penser que leur ordinateur est infecté ou bloqué. On se fait passer, comme il y a pas mal en France en tout cas, pour un support d'un antivirus existant. Et pour le dépannage, pour le déblocage, une somme de 150, 200, 250 €, c'est pas disproportionné. On a un débit unique d'une grosse somme avec, pour les utilisateurs piégés, du moins quelque chose de... On se fait passer pour une autorité, pour quelqu'un de compétent, quelque chose de légitime. La personne du coup n'est pas surprise par le débit sur son compte en banque au moment où il intervient, et elle a moins tendance, du moins, à en informer sa banque ou les forces de l'ordre. Une bonne grosse majorité des victimes ignorent malgré tout comment l'attaquant a pu réussir à se procurer ses coordonnées bancaires. Donc comme je le disais, côté entreprise, c'est exactement la même chose que pour les particuliers. 8 entreprises françaises sur 10 reconnaissent avoir déjà subi au moins une attaque informatique qui a eu, avec un succès, alors pas forcément financier, mais qui a abouti du moins. Le premier vecteur d'attaque, c'est l'hameçonnage, donc le phishing en anglais. Donc un courriel frauduleux qui va être envoyé
un ou plusieurs utilisateurs de façon plus ou moins ciblée, on détaillera un petit peu ça après. L'idée étant d'obtenir, alors pas forcément de l'argent tout de suite, un virement, mais ça va être d'obtenir un certain nombre d'informations, pourquoi pas pour développer d'autres types d'attaques, ou du moins pour une attaque bien plus ciblée et plus crédible de fait. Donc alors ça paraît très bête dit comme ça, tout le monde a déjà entendu parler du phishing, pour autant on va voir que c'est très facile à mettre en place, et que globalement ça peut très très bien marcher. Voilà, donc on va balayer un petit peu un certain nombre de menaces courantes, pour voir de quoi il retourne, et comment les détecter, comment s'en prémunir. Il faut savoir, malgré tout, que le coût moyen pour une entreprise d'une attaque réussie, c'est 800 000 €. Donc ça veut dire qu'il y en a, ça reste une moyenne, il y a des petits montants et des très gros montants, mais voilà, c'est le coût d'une attaque réussie, et toujours en moyenne, 9 semaines pour s'en remettre, donc sans activité, pour réorganiser le système d'information, nettoyer les postes de travail, et se remettre en marche. 35% des incidents qui sont enregistrés, donc un gros tiers, sont déclenchés malgré eux par des collaborateurs. Un mail, du phishing, une pièce jointe vérolée, un rançongiciel, d'autres formes de virus qui chiffrent les ordinateurs, et puis dès qu'on est connecté au réseau, on profite pour se propager. La liste, le panel est large, mais globalement, ça marche très bien. Alors, un exemple de mail. Donc ce mail-ci, c'est un mail, voilà, vous avez la date, jeudi 10 janvier. Il a été reçu par quelqu'un de chez Concerto, et la personne s'est laissée prendre au jeu, a répondu. A répondu à ce mail-là, elle l'a considéré comme crédible. Est-ce que, dans ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez vous rapprocher ceux qui sont un peu loin, est-ce que ce que vous voyez à l'écran, parmi ce que vous voyez, qu'est-ce qui, selon vous, attire votre attention? Vous inciterait à vous méfier finalement. C'est pas très clair. C'est pas très clair, il y a des confusions. D'autres choses? Pour nous, déjà, la quantité, en fait, 1000 pièces. 1000 pièces, un devis pour 1000 SSD, c'est déjà gros, surtout à l'échelle de Concerto. C'est dans les deux langues, en français et en anglais. Le délai de paiement, 15 à 30 jours, 15 à 30 jours à date de facture. Le fournisseur belge. Le délai n'est pas forcément déconnant dans un cadre pro. Le fournisseur belge, voilà. Il y a pas mal de choses. Alors, on va lister un petit peu les incohérences. Globalement, donc le mail apparaît dans les deux langues. Envoyé depuis une adresse mail contact@ le nom de la société.net. Déjà, quand on écrit pour de la facturation, pour des devis, on utilise rarement le mail de contact tel qu'on pourrait le mettre sur un site web avec le formulaire de contact. La personne se présente comme Peter Larose, donc on remarquera que sur la version anglaise, il s'appelle Peter Larose, déjà. Que le mail est envoyé depuis une adresse en umicore-group.net, mais que la personne se présente comme étant du groupe Basics, déjà pas la même entreprise. Que la signature du mail, c'est pas du tout Peter Larose, finalement. Voilà, il y a pas mal d'informations qui pourraient inciter à se méfier. Et donc, juste ignorer le mail. Dans pas mal d'entreprises, il y a un service, une partie du service informatique dédié à ça, une adresse mail à laquelle on peut transférer ce genre de courriel pour, si la campagne se montre un peu trop difficile à détecter, ou que le nombre de mails signalés est un peu trop important, ça permet au service informatique de diffuser en masse vers les utilisateurs l'information de attention, un mail sur ce format est diffusé en ce moment, vous ne laissez pas avoir. Mais dans tous les cas, voilà, au minimum, juste ignorer ce type de mail et le supprimer. Donc ça, c'est de l'hameçonnage, c'est du phishing. L'idée, c'est pas forcément de joindre tout de suite une pièce jointe vérolée, ça peut être simplement de la collecte d'informations, parce que là, le mail est absolument pas ciblé. L'idée, ça va être d'avoir suffisamment d'informations pour cibler une attaque plus évoluée. Typiquement, la personne qui a répondu à ce mail-là a mis le service informatique de Concerto en copie. Donc la personne qui a envoyé le mail dispose de 2 adresses mail qui existent, et de la signature de la personne, si elle veut la signature Concerto en bas du mail,
Si elle veut le limiter, déjà elle a le modèle, elle a 2 noms de personnes, voilà, ça lui permet d'avoir un peu plus d'infos pour escalader un petit peu au sein de Concerto si elle a besoin si elle a la volonté du moins de nuire à l'entreprise. Donc ce qui doit alerter du moins de façon quasi systématique pour ce genre de courriel, ça va être une orthographe approximative. C'est souvent, que ce soit pour le français ou l'anglais, comme vous disiez, pas clair. Souvent avec des fautes d'orthographe, mais il y en a de moins en moins, mais on se retrouve quand même avec des tournures de phrases qui ne veulent pas dire grand-chose. Une adresse mail, alors je dis étrange ou du moins hors contexte. Typiquement là, quand un directeur des achats vous écrit, on ne s'attend pas à ce qu'il utilise une adresse contact@ la société. Un interlocuteur qu'on ne connaît pas. La société, a priori, elle n'a jamais traité avec Concerto. Quand on va sur le site de la société, on se rend compte qu'ils vendent des matériaux, donc absolument pas des SSD, ou du moins des incohérences par rapport à tout ça. Des fois, les gens, ils y vont pas par 4 chemins. Vous avez une demande explicite de données personnelles. Est-ce que vous pourriez me donner les coordonnées de telle personne? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et puis surtout, des liens qui, alors, tels qu'ils sont affichés du moins, vous paraissent légitimes. En réalité, quand vous passez le curseur de la souris dessus, vous vous rendez compte qu'en fait, le lien vers lequel, la destination réelle de ce lien n'est pas du tout celle qui est annoncée. Pas mal d'éditeurs de services mail, du moins de fournisseurs de services mail, essayent d'endiguer ce genre de phénomène, tiennent à jour une liste de domaines connus comme étant frauduleux, mais voilà, comme toujours sur ces thématiques de cybermalveillance, c'est le jeu du chat et de la souris, et on se retrouve en ce moment typiquement avec Microsoft qui a mis en place un service de liste noire d'URL. Quand le mail s'affiche, si l'adresse cible est référencée comme étant un leurre, il va simplement ne pas l'afficher. Et voilà, les personnes malveillantes ont déjà trouvé des moyens de contourner ce filtrage, typiquement en insérant dans l'URL des caractères invisibles à l'écran, une espace de largeur nulle par exemple. Ça suffit à leurrer le système de Microsoft. Et du coup, ça passe quand même. Donc voilà, c'est pas forcément, c'est pas simplement forcément la réponse au mail qui est importante. Vous trouvez des choses, des fois, des formulaires, vous avez gagné 50 € de bon d'achat chez Amazon, et puis on vous demande des données, pour vous créditer sur votre carte bancaire, on va vous demander les coordonnées de votre carte bancaire. Ça peut être, donc là sur l'écran c'est pas très net, mais un lien qui apparaît comme étant un lien vers le service d'abonnement du fournisseur d'accès Internet Free. Et en réalité, quand on passe la souris sur le lien, on se rend compte qu'on ne va pas du tout là où c'est affiché. Donc voilà. Demande d'informations personnelles, formulaire douteux, lien piégé. On trouve un peu de tout, tous les moyens sont bons. L'idée étant souvent d'utiliser une entité connue par l'utilisateur pour affaiblir, du moins diminuer sa vigilance par rapport à tout ça. Dans le cas qui nous concerne, quand on commence à regarder en tant que service informatique les choses de façon un peu plus précise, on se rend compte que si on va sur le domaine qui était concerné, umicore-group.net, on n'a rien. C'est pas un site vitrine, c'est pas un site qui appartient à l'entreprise. Le vrai domaine, il n'est pas là. Et si on creuse encore un peu plus, on se rend compte que c'est un domaine qui a été acheté, qui a été créé le 24 décembre 2018. Donc vraiment un domaine acheté pour une campagne de phishing en se faisant passer pour Umicore, pour le groupe Umicore. Donc ça évidemment c'est pas une vérification que le commun des internautes va effectuer. C'est des outils, le Whois en tout cas, qui sont pour autant facilement accessibles, même si on n'a pas le réflexe, on ne sait pas qu'il existe, on ne comprend pas forcément le retour. Mais voilà, on a souvent, si on a un petit peu de compétences techniques, un certain nombre de moyens de vérifier que le mail est légitime ou non. Donc je vais vous montrer rapidement une petite vidéo qui a été faite sur le sujet. Donc c'est un ensemble de 4 vidéos, je vous en montre une qui est sur le phishing. C'est une campagne qui a été faite par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et ses partenaires pour sensibiliser les internautes à un certain nombre de problématiques auxquelles ils pourraient être confrontés. Donc elle dure 2 minutes.
ça, c'est pas faux. Alors, montre-nous ça. Ma technique est simple, d'usurpation d'identité. Tu vas te déguiser, mon mignon? Ah, en quelque sorte. Avec ma technique, c'est un peu carnaval tous les jours, hein. Tenez, par exemple, en enfilant mon costume d'agent d'énergie électrique, je vais pouvoir soutirer les données bancaires de milliers de Français. Ah ouais? Et comment? Avec un simple faux mail et un logo d'énergie électrique, je menace les gens de couper leur électricité s'ils ne régularisent pas leurs coordonnées bancaires. Excuse-moi, les gens te donnent leurs coordonnées bancaires malgré toutes ces fautes d'orthographe? Pour sûr, hein, le logo détourne toute leur attention. Il ne me reste plus qu'à attendre. Bingo! Maintenant que j'ai toutes les informations, je fais les virements et je vide les comptes. À la France, pays des Lumières. Laissez-moi rire. Illuminati. Éblouissant. Allez, avec tout ce que je viens de ramasser, c'est moi qui régale. Qui veut un jus de pomme? Sur le paiement en ligne, sur le HTTPS qu'on verra tout à l'heure. C'est souvent, voilà, c'est traité de façon humoristique, ça permet de sensibiliser un petit peu vos collaborateurs, amis, familles, etc. à ces problématiques-là, notamment les plus jeunes, les adolescents. Ça leur permet de s'initier un petit peu à ces thématiques-là, et globalement, voilà, ça marche bien. Donc je vais vous montrer maintenant que en réalité c'est très très facile à faire, une campagne de phishing. Donc c'est un exercice que j'ai voulu organiser chez Concerto, donc ça n'a pas pu se faire, mais voilà, c'est quelque chose de très très facile à organiser. Il y a des outils tout faits qui existent pour ça. Alors on va commencer avec un outil qui s'appelle SocialFish. Donc bien évidemment, on utilise ça pour une utilisation éducative. Donc SocialFish, qui est un outil voilà, grand public, qui permet d'usurper finalement, de récupérer les identifiants d'accès des internautes ou des collaborateurs à des sites connus. Donc lui, il a déjà une banque de données de fausses pages de login, et il vous donne tous les outils qu'il faut pour la mettre en ligne, et vous donne le lien que vous avez juste à diffuser. Donc après, vous avez simplement à concevoir le mail qui contiendra ce lien-là. Donc avec, par exemple, pour les réseaux sociaux, voilà, Instagram, GitHub, Twitter, Snapchat, Google, Facebook, etc. Donc c'est super facile à utiliser. On va prendre LinkedIn. Et on lui dit qu'on veut rediriger après vers une URL bien précise. Alors LinkedIn, du coup, c'est pas un très bon choix parce que on va prendre la page, le Twitter de Concerto en l'occurrence. Hop, Twitter. On lui dit qu'on veut rediriger vers twitter.com / le Twitter de Concerto. Hop. Donc là, il nous a donné un lien qu'on a juste à placer dans un mail. Voilà. Et si je l'ouvre, globalement, il me demande simplement de me connecter. Il redirige vers le Twitter de façon complètement transparente. Et pour autant, dans la fenêtre, je récupère bien en bas à gauche, là, mon identifiant, le mot de passe, l'adresse IP d'où vient le domaine, et l'emplacement géographique approximatif basé sur l'adresse IP de la personne concernée. Et on peut suivre ça, enregistrer, recevoir les identifiants par mail. Après, on laisse tourner, et puis c'est réglé, quoi. Les liens gratuits de ce service-là, ils sont valables 8 heures, et après, moyennant paiement, moyennant abonnement, on peut avoir des liens personnalisés ou des liens valables plus longtemps.
On peut avoir également, voilà, GoFish, qui est une plateforme bien plus facile, bien plus intuitive du moins à utiliser. Alors c'est facile, on lui définit voilà, un serveur d'envoi de mail, la page sur laquelle on veut arriver. Donc là j'avais mis la page du réseau en l'occurrence, pour la démonstration. Alors, c'est vraiment, quand je dis facile, c'est facile. Je lui dis, je voudrais cloner la page du réseau, donc sauf si le réseau devenait subitement extrêmement célèbre, globalement on ne va pas le retrouver intégré dans des outils tout faits à destination du public. Donc je lui donne un nom, et je lui dis simplement d'importer un site. Je lui demande de capturer, d'enregistrer du coup les données qui sont enregistrées, donc identifiant, mot de passe, et de rediriger après, histoire de ne pas alerter trop vite la personne sur la vraie URL du coup. Hop. Voilà, c'est aussi facile que ça. On lui donne un modèle de mail à envoyer aux personnes. Donc là, je l'avais mis un modèle simplement... j'ai repris un des mails réels qu'avait envoyé le réseau quand on reçoit une demande d'amis. Donc j'ai recopié l'identifiant du mail. On peut simplement lui coller la source du message. On n'a rien à taper, vraiment, on fait juste un copier-coller. Et ça suffit. On lui définit une liste d'utilisateurs à qui l'envoyer. Et on lance une campagne d'envoi. Donc on lui donne voilà, le modèle de mail, la page d'arrivée, à quelle adresse écoute le logiciel en question, GoFish. On peut planifier l'envoi des mails. On lui dit à partir de qui on l'envoie et à qui on l'envoie. Et on lance. Donc là j'ai envoyé un mail. Qui normalement est arrivé, voilà. Donc là, le simple fait que j'ai ouvert le mail, normalement, voilà, donc j'ai l'indicateur qui est passé là. Je sais combien de personnes ont ouvert le mail. Je peux savoir assez facilement combien de personnes ont cliqué sur le lien. Voilà. Et si la personne se laisse avoir, donc c'est pour ça que c'est optionnel, l'enregistrement de ce qui est saisi, ou du moins celui du mot de passe, parce que ça reste des données sensibles, et l'idée c'est d'organiser des campagnes, de fausses campagnes de phishing au sein des entreprises pour sensibiliser les gens, pas pour leur voler leur mot de passe de façon réelle. Mais ça reste une possibilité. Au moins l'identifiant, ce qui permet de savoir quel public, pas forcément les individus, mais quelle typologie de public s'est fait avoir. Est-ce qu'on est plutôt sur des commerciaux, RH, techniques, développeurs Et donc une fois qu'on a voilà, donc, les personnes qui les ont soumis, et quand certaines personnes nous signalent le mail en disant attention, on a reçu un mail frauduleux, est-ce que c'est normal, on a aussi de quoi marquer comme ces mails-là comme reportés. Donc avec à chaque fois, voilà, pour chacune des personnes à qui on l'a envoyé, où on en est dans le processus, et éventuellement, voilà, quand est-ce que ça a été fait, on a le redatage, on a une timeline de ce qui s'est passé pour cette personne-là, et puis ou de rejouer les identifiants, ou directement de savoir ce que la personne a tapé. Ça peut être important comme métrique, parce que ça permet aussi de voir que dans certains cas, les personnes lisent le mail dans un premier temps, et ils reviennent plus tard, ou cliquent une première fois, voient la page,
se disent qu'elles n'ont pas forcément le temps maintenant. Ça permet de mesurer un petit peu comment forger ce genre de mail et comment axer la sensibilisation derrière. Voilà pour la démo. Alors, autre vecteur de risque connu, le cheval de Troie, donc qui est vraiment calqué sur le principe du cheval de Troie de la Grèce antique. L'idée, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de vous faire ouvrir une porte par quelqu'un qui est de l'intérieur que d'essayer de forcer des barrières qui ont été mises en place pour vous empêcher d'entrer. Donc on procède un petit peu de la même façon que pour le phishing, c'est-à-dire que l'idée, ça reste de joindre un certain nombre de personnes par mail, de lui faire télécharger une pièce jointe qui contient ce fameux cheval de Troie. Souvent, on retombe sur des factures au format PDF, sur des fichiers zip qui n'en sont pas, etc. L'antivirus est là en théorie pour faire rempart, et comme pour le phishing, comme pour les filtrages de liens, les listes noires, etc., on se retrouve aussi avec des mécaniques qui sont mises en place par les attaquants, dont le but est tout simplement de déjouer ce genre de mécanisme de protection. Le premier, ça va être l'intérêt de la personne pour ce que vous lui envoyez. La curiosité d'une part, on est humain, on a envie de voir. L'étiquette ne pas appuyer sur un bouton, ça démange d'appuyer sur le bouton. Ça va être aussi tout simplement des personnes qui cherchent quelque chose en particulier. On leur met sous le nez on leur donne ce qu'ils veulent concrètement, mais avec ce petit cheval de Troie dedans. La plupart des cas, les cas les plus faciles à trouver sur ce genre de choses, ça va être tout ce qui va être générateur de clés, crack, activateur pour les logiciels payants connus. Voilà, l'activateur de Windows, de Microsoft Office, le crack pour la suite Adobe, Photoshop, etc. On sait que systématiquement, c'est jamais fourni juste gratuitement. Il y a toujours quasiment toujours du moins ce genre de petit logiciel qui vient avec. Le pirate, il se rétribue comme il peut. Pour un usage qui est pas forcément le même. Ça peut être plus tard, ça peut être pas forcément en tant qu'individu pour vous voler des données personnelles sur votre PC. Ça peut être simplement pour plus tard utiliser votre ordinateur comme des milliers ou des millions d'autres pour attaquer un site plus important. Voilà, il y a pas mal de cas de figure qui se posent. Une des attaques les plus connues du moins, qui ont été menées avec succès par ce type de méthode, c'est l'attaque de Sony Pictures, donc le studio cinéma en 2014. Globalement, les pirates ont envoyé un mail en septembre, qui a marché, donc un premier ordinateur infecté. Ils ont réussi, en allant petit à petit, à exfiltrer un petit peu plus de 100 Teraoctets de données, donc de tout, des fichiers sur les partages réseau, sur les postes informatiques, etc. Ils ont envoyé le 21 novembre 2014 un mail de rançon, en disant voilà ce qu'on vous a volé, si vous voulez pas qu'on les publie, faut payer. Il n'y a pas eu de réponse, donc 2 jours après, ils ont lancé sur le réseau un wiper, donc un outil informatique pour effacer le contenu des postes, disques durs, serveurs, etc. Donc toujours discrètement, discrètement, du moins à l'insu des équipes de sécurité du système d'information de Sony. Et faute de paiement, le 24 novembre, ils ont déclenché l'outil. Plusieurs dizaines de milliers de postes HS vides, et un petit peu plus des 3/4 des serveurs tout simplement effacés. Donc déjà, en soi, ça pose un problème. Maintenant, on se rend compte en plus que ils ont mis l'intégralité de leurs menaces à exécution, donc la publication de ce qu'ils ont volé sur Internet, avec notamment les données relatives à un petit peu plus de 47 000 employés, la diffusion des mails, la publication des salaires des différentes personnes et employés donc de Sony Pictures et célébrités qui tournent dans les films, etc. Acteurs, actrices, metteurs en scène et autres. La résolution totale de l'incident a coûté un petit peu plus de 240 millions d'euros à Sony. Alors pas que des frais, juste des personnes, réinstaller, racheter des machines, etc. Ça a été assez global, parce que notamment, il y a eu 5 films mis en ligne avant leur sortie au cinéma, qui étaient déjà finalisés mais pas encore sortis, et qui étaient présents sur les systèmes d'information de Sony. Sony a estimé à 19% les pertes par film sur ceux-ci qui ont été mis en ligne. Perte de contrôle des comptes de Sony sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Ils avaient plus la main dessus et il y avait des messages qui n'avaient rien à voir avec la ligne éditoriale de Sony habituellement.
Et puis du coup, de par la révélation des mails, la révélation au public d'un certain nombre de litiges en cours, d'affaires en cours, d'infos personnelles sur les acteurs, typiquement l'agent d'un acteur qui va informer que tel ou tel acteur ou actrice peut pas être présente parce que pour des raisons de santé, parce qu'elle est enceinte, parce que ceci, parce que cela, ça concerne pas forcément le grand public. La presse est très friande de ce genre d'infos, mais en théorie, c'était censé rester dans un certain nombre de cas secret. Et puis surtout, le gros problème pour Sony, ça a été qu'ils n'ont pas pu tout corriger tout de suite facilement, puisque les pirates ont révélé l'architecture du système d'information de Sony, ce qui a obligé Sony à le repenser complètement, à le reconcevoir de zéro, pour pas reproduire le même schéma, et puis surtout pas les mêmes erreurs. Ça a été 8 semaines d'interruption totale du système d'information de Sony Pictures. Et puis du coup, publication, donc je l'ai mis en gras parce que pour une ESN comme Concerto, c'est plus important aussi, publication de tous les contrats, appels d'offres, négociations en cours, qui ont leur importance quand on essaye de se démarquer de la concurrence. Autre vecteur très très souvent sous-estimé et pourtant très facile à mettre en œuvre par un concurrent ou une personne malveillante, l'intrusion physique. Quelqu'un qui rentre dans vos locaux et que vous n'avez jamais vu, qui se branche quelque part, qui repart avec un truc, un PC, un téléphone sous le coude, voilà, on ne le voit pas forcément. Donc très souvent, c'est des choses, des intrusions, du moins, qui sont limitées dans le temps. La personne repart rapidement. L'exploitation, en fait, elle se fait a posteriori. Globalement, on repart avec un ou deux PC sous le coude, et puis on a tout le temps qu'il faut pour travailler après à la maison. Ce genre d'intrusion, à part quand on a un accès par badge ou quelque chose comme ça, ou vraiment un accueil à l'entrée avec vérification des personnes qui rentrent, les entreprises s'en protègent assez rarement. Alors les particuliers pas du tout, mais les entreprises assez rarement. C'est-à-dire que un ordinateur standard sous Windows, son disque dur, il n'est pas chiffré. Donc tout ce qui est dessus, les particuliers ont souvent l'illusion de la protection parce qu'ils ont mis un mot de passe sur leur session, alors qu'on sait très bien qu'avec une clé USB et puis les petits outils gratuits qui vont bien, une distribution Linux, n'importe laquelle, et puis un petit outil gratuit qui est facilement accessible et qu'on met dessus, un mot de passe Windows à faire sauter quand on en a besoin, c'est une trentaine de secondes. Globalement, le disque il n'est pas chiffré, on démarre un CD ou une clé USB de Linux, on a accès en open bar au contenu. Voilà, ça ne demande pas des compétences dignes des plus grands pirates, et pour autant, on se retrouve avec tout le contenu du PC. Donc de plus en plus, les fabricants incitent, voire forcent le chiffrement. C'est très souvent le cas pour les téléphones, pour pas dire systématiquement maintenant. Et puis pour les ordinateurs personnels, Apple chiffre les Mac depuis longtemps maintenant. Microsoft chiffre de plus en plus les PC Windows avec BitLocker, mais on a eu pas mal de soucis avec ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un compte Microsoft, en réalité, le chiffrement il n'est pas finalisé. Quand vous chiffrez, les clés sont remontées chez Microsoft. Il y a eu le cas il y a 2 ans à peu près, je crois, où des pirates se sont rendus compte que quand vous chiffriez vos postes, en fait, Microsoft avait une clé maître qui permettait de déchiffrer l'intégralité des postes. Pareil, en termes de confidentialité, ça se pose là. Voilà. Et donc ça, c'est pour les ordinateurs. Et puis surtout, pour les données papier, tous les classeurs, tous les arrêts maladie, les fiches de paye, les éventuels documents que vous avez sur votre bureau ou dans vos placards. Les entreprises ont tendance à oublier que ce qu'on appelle la sécurité de l'information, ça concerne aussi l'information papier, physique, dans les armoires, qu'elle aussi on doit protéger autant que celle qu'on a sous forme numérique sur des serveurs, sur des ordinateurs. Très courant en France aussi, l'arnaque au président. Là, globalement, ça peut être très coûteux. On récupère assez d'informations pour usurper l'identité du patron de la boîte, ou du moins de la personne, pour les très grosses boîtes, en charge de tout ce qui va être un peu financier, achat, etc. Et en usurpant l'identité de cette personne, on envoie un courriel en son nom, on se fait passer pour lui, on cible la bonne personne, on s'est débrouillé pour avoir les informations qu'il faut. Oui, alors c'est pour les négociations, le projet Stop Secret, le machin, le truc, on a besoin que tu débloques l'argent maintenant, est-ce que tu peux faire un virement de tant de milliers d'euros sur ce compte-là, c'est urgent, c'est maintenant, c'est tout de suite, sinon on risque de perdre les contrats, machin. Globalement, l'idée c'est de forcer un certain nombre de traits, de biais du moins, qui vont affaiblir la vigilance de la personne en face. Typiquement, dès que c'est urgent,
on a tendance à moins se poser de questions, à vouloir faire tout de suite. Quand ça émane d'une autorité, ça accentue ce biais, les gens se posent moins de questions, ça vient du chef, faut que j'accède à sa demande rapidement et correctement, au risque de perdre ma place. Voilà, il y a plein de mécanismes cognitifs qu'on peut mettre en place pour forcer la main, inciter les gens à pas faire trop attention au mail et à la demande en elle-même et à la traiter rapidement. Donc le cas le plus courant, c'est l'argent, mais ça permet, dans un certain nombre de cas, éventuellement, d'obtenir un certain nombre d'autres informations. Voilà, quand simplement ce qu'on veut, c'est une copie de tel ou tel contrat avec un fournisseur, un partenaire, un prestataire, c'est aussi un moyen de l'obtenir. Autre chose également, le HTTPS, le chiffrement des échanges entre votre ordinateur ou votre téléphone et le serveur web en face, le service que vous utilisez sur Internet. De base, en HTTP, les informations qui transitent, elles passent en clair, on peut les intercepter, on peut les modifier à la volée, on peut les réutiliser. En HTTPS, donc ce qu'on appelle TLS la plupart du cas, voilà, vous croisez de temps en temps encore l'appellation SSL, c'est quelque chose à plus trop utiliser. Le protocole SSL existe encore, mais on évite clairement de l'utiliser, puisqu'on sait qu'il n'est pas assez robuste aujourd'hui pour garantir la sécurité de ce qui transite. Voilà, globalement, c'est le cadenas vert que vous avez dans votre navigateur, sauf chez Google Chrome, qui a décidé de ne plus l'afficher et d'attirer l'attention de l'utilisateur quand on est en HTTP. Donc là, ça apparaît en rouge, mais voilà. Ils ont adopté assez récemment, il y a quelques versions seulement, une représentation inverse, à voir ce que ça donnera. Voilà, alors HTTPS, c'est un tunnel entre votre navigateur et le site que vous joignez. Pour autant, pour rentrer un petit peu plus dans la technique, la façon qu'on a de masquer ce qui passe dans le tunnel, donc les algorithmes et protocoles de chiffrement qu'on va utiliser, ils sont pléthores et ils se valent pas tous. Et c'est là que le problème se pose, c'est qu'on peut avoir l'impression, le sentiment de sécurité en HTTPS en utilisant des algorithmes qui sont dépassés et cassés cryptographiquement depuis longtemps. Donc il y a pas mal de services qui permettent de vérifier ce genre de choses, notamment pour les admin 6, DevOps, développeurs, etc. Clairement, il y en a certains qui sont à bannir, typiquement SSL, MD5, RC4, toutes ces suites de chiffrement-là, on ne les utilise plus. Il y a même des documents émanant notamment de Microsoft, enfin des RFC, les documents qui régissent un petit peu l'état de l'art et comment on fait les choses sur l'Internet, qui datent de 2015, je crois, qui interdisent explicitement, qui déconseillent explicitement d'utiliser ces suites de chiffrement. Quand, en tant qu'administrateur système ou professionnel qui est amené à manipuler ce genre de choses, quand vous mettez un service en production, vous vous assurez généralement que tout fonctionne, que le certificat est bon, et dans la plupart des cas, quand vous utilisez ce type de service de vérification, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir une bonne note, parce qu'il donne une échelle de notation. A, A+, idéalement, etc. Évitez, si vous avez besoin d'utiliser ce type d'outil, d'utiliser celui de Qualys, SSL Labs, parce que son échelle de notation, elle est clairement dépassée, et qu'on arrive assez facilement à obtenir A ou A+, alors qu'il y a encore plein de choses qui ne vont pas et qu'on estime pas satisfaisantes dans le milieu de la sécurité. Donc il y en a pas mal d'autres qui sont disponibles. En ligne de commande, vous avez TestSSL, qui permet d'avoir beaucoup d'informations. Alors lui, il ne donne pas de notes, il a simplement éventuellement un code couleur, mais il ne donne pas de notes parce que justement, qui dit donner une note dit avoir une échelle cohérente. Ou voilà, CryptCheck, donc qui est un petit peu, enfin une partie d'une capture d'écran que vous avez sur la gauche de la diapositive, qui va vous lister les bonnes pratiques, les bons points, les mauvais points avec un code couleur, vous donnez une note, et puis vous donnez la liste des algorithmes qui posent problème, là aussi avec un code couleur, et que vous pourriez après désactiver. Vous avez également l'observatoire de Mozilla, qui vous permet de faire ce genre de test de façon simplifiée, et surtout qui vous permet en tant que professionnel de lui indiquer simplement votre version de OpenSSL, donc la librairie de chiffrement, et de quel serveur web vous utilisez et quelle version, et en fonction du niveau de compatibilité que vous désirez, de vous donner simplement la bonne configuration qui va bien à copier-coller dans votre outil habituel. C'est des bonnes choses de s'y référer. Typiquement, pour les gens qui utilisent les certificats Let's Encrypt et Certbot pour générer ce genre de certificats, Certbot utilise ce système de chez Mozilla pour sa configuration standard par défaut.
Ça, c'est le cas classique. Vous êtes en clair. Quand vous naviguez sur Internet depuis votre ordinateur jusqu'au site que vous cherchez à joindre, en réalité, sur tout le trajet de l'information sur Internet, vu que vous êtes en clair, tout ce qui va être le nom du site que vous visitez, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe s'il y a un espace membre, les données qui y sont saisies et votre localisation géographique, donc basée sur votre adresse IP la plupart du temps, elle peut être interceptée un petit peu par tout un chacun au cours du chemin. Via votre réseau à vous, à la maison ou au travail, s'il y a d'autres personnes sur le réseau, malveillantes ou non, par votre fournisseur d'accès à Internet, via votre box, et de toute façon tout passe par des tuyaux qui passent par chez ce fournisseur d'accès, qui peut les garder alors, pour vous poursuivre dans un certain nombre de cas parce que vous faites des choses illégales, ou pour transmission aux forces de l'ordre quand il y a des enquêtes de police. Entre-temps, dans un certain nombre de cas et dans certains États, typiquement le Royaume-Uni ou les États-Unis, on sait qu'il y a des autorités gouvernementales qui enregistrent une grande partie de ce qui transite par Internet pour détecter des personnes qui seraient malveillantes à la fois sur Internet ou dans la vie réelle, pas réelle, hors ligne du moins. Et le fournisseur d'accès Internet du site que vous visitez, il a accès à tout ça également, comme le vôtre. Et puis les propriétaires du site, ils voient tout passer. Quand vous passez en HTTPS, le nom de votre site et votre adresse IP, globalement, puisqu'on en a besoin pour acheminer et faire les envois et retours d'informations, elle continue à être publique, bien évidemment. Par contre, le contenu, ce que vous faites sur le site, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, les données que vous saisissez sur les pages, où est-ce que vous naviguez exactement, tout ça, il y a une partie des intermédiaires potentiels qu'on a vus tout à l'heure qui n'y ont plus accès. Voilà. Le site sur lequel vous naviguez, évidemment, puisque lui il stocke, il vérifie, il manipule toutes ces données, évidemment il y a toujours accès, mais ça reste entre vous et lui. Il n'y a plus personne en cours de route qui écoute un petit peu tout ce que vous faites. Voilà pour le tour des menaces qu'on va voir aujourd'hui. Pour l'instant, on va faire une petite pause, et puis on se retrouve tout à l'heure. Il y a une question. Pardon. En fait, on a une question qui est est-ce qu'on peut se passer de Chrome et est-ce qu'il y a d'autres alternatives que Firefox ou Chrome? Si j'étais d'humeur taquine, je vous dirais il y a Edge ou Internet Explorer. Donc globalement, sous Windows, il y a Edge et Internet Explorer, le navigateur de Microsoft, qui de toute façon va passer maintenant et va changer et utiliser le moteur de rendu de Chromium, donc Chromium qui est développé par Google et qui est la base à Google Chrome. Il reste Safari, le navigateur de Mac, et puis il y en a un certain nombre d'autres qui ne sont pas forcément très connus mais qu'on peut tout à fait utiliser. Opera, Vivaldi, Brave qui est de plus en plus utilisé, donc qui est un dérivé de Chromium, donc qui a vraiment la même interface, le même moteur de rendu que Chrome, mais avec un certain nombre de protections intégrées, bloqueur de publicité, bloqueur de script, de pistage, qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas 50 choix. Firefox, ça fait beaucoup de progrès, plus rapide, plus léger qu'avant, même si ça reste un navigateur avec de plus en plus d'extensions et de plus en plus de fonctionnalités, donc par essence plus lourd qu'avant. Mais si on veut se détourner de Google Chrome et vraiment ne plus prendre de risques, donc ne pas utiliser le moteur de Chrome, il reste plus grand chose. Il reste Safari, il reste Vivaldi, je sais plus si, je crois qu'ils utilisent tous maintenant le moteur de Chrome. Voilà. Firefox, globalement, ça marche bien. C'est pas parfait. Il y a aussi, si vous vous renseignez un petit peu sur la question, il y a aussi des questions qui se posent par rapport à ce que ferait ou intégrerait Mozilla, donc la fondation qui le développe. Mais ça reste, à ce jour du moins, l'alternative la plus respectueuse de votre vie privée et de votre navigation. Alors, on reprend avec un focus sur les mots de passe, qui sont votre plus gros et souvent unique rempart pour protéger l'accès à tel ou tel service et à telle ou telle donnée, ou poste de travail, téléphone, etc., au quotidien. Les mots de passe, donc, on va voir déjà pour commencer le top 5 des mots de passe les plus utilisés par les internautes en 2018.
donc qui sont basés globalement sur les fuites de données qui ont été récoltées et compilées sur 2018, et où on a fait des systèmes de récurrence pour vérifier lesquels revenaient le plus souvent. Le mot de passe le plus utilisé en 2018, c'est le même en fait depuis un certain nombre d'années, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Viennent ensuite password, les chiffres de 1 à 9, de 1 à 8, en fonction de quand on demande 8 caractères, plus ou moins. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 également. Et chez nous, Concerto, qui globalement est utilisé un peu partout, jamais changé. Quand on vérifie de temps en temps le SI interne, les accès à certains comptes en ligne de Concerto, on se rend compte que c'est aussi ce qui est mis. Voilà, sur les mots de passe, c'est pour ça que je fais un petit focus dessus, il y a du travail à faire concrètement. Les mots de passe, voilà, 30%, c'est toujours sur l'étude que je citais au début de la présentation, 30% c'est la proportion d'internautes français qui centralisent leurs mots de passe sur papier, dans un carnet, sur des post-it, sous le clavier, tout ça. C'est encore beaucoup, trop dans tous les cas. Et ayons une petite pensée émue pour les 4% qui les centralisent dans un document numérique accessible en ligne, type Google Docs, une note sur les services de cloud d'Apple, tout ça. C'est pas le plus sûr, c'est pas le plus optimisé. On parle de plus en plus des gestionnaires de mots de passe. La CNIL, notamment, l'ANSSI également, fait beaucoup de communication sur ces logiciels-là. On force leur utilisation dans un certain nombre de cas, nous, ici, chez Concerto, pour pas mal de raisons. Alors, on les utilise parce que la grande question aujourd'hui, c'est pas forcément de savoir comment on conçoit un mot de passe robuste, est-ce qu'il y a un bon mot de passe, est-ce que je dois utiliser des chiffres, des lettres, des mots connus, Voilà. On cherche le mix entre le fait qu'on arrive à les retenir facilement, ce qui évite notamment de les noter quelque part pour s'en rappeler, et le fait qu'ils soient suffisamment longs et suffisamment complexes pour résister à une attaque par force brute. Donc l'attaque par force brute, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce terme-là, c'est j'essaye toutes les chaînes possibles de caractères, en commençant par la première lettre de l'alphabet, jusqu'à autant de caractères qu'on le souhaite, et on essaye toutes les combinaisons possibles, une par une. Plus c'est long, plus c'est complexe, plus ça résiste à ce type d'attaque. On estime qu'aujourd'hui, il y a une longueur minimale, une complexité minimale qui vous permet de protéger le mot de passe. On y reviendra un petit peu après. KeePass, donc qui est un coffre-fort pour contenir vos couples identifiant un mot de passe, ça vous permet de n'en retenir qu'un, suffisamment complexe et suffisamment simple à retenir pour que vous n'ayez pas besoin de le noter, celui-là. Et au sein de cette base de données, de ce coffre-fort KeePass, vous stockez ceux que vous avez déjà, ou vous demandez à KeePass de vous en générer. Donc voilà, moi par défaut sur mon poste de travail, ils font 20 caractères de long, c'est de l'aléatoire, il y a des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Je les vois jamais concrètement, j'ai pas besoin de les retenir, j'ai pas besoin de savoir de quoi ils sont composés, c'est juste du copier-coller après dans les pages web, et tout est protégé par ce fameux mot de passe unique d'entrée dans KeePass. Pourquoi celui-là et pas un autre? Pour plusieurs raisons. Déjà, le fichier il est local, il est sur votre poste de travail, il n'est pas stocké en ligne ou on ne sait pas trop où. Et ensuite, il a été audité, notamment par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui l'a estimé suffisamment robuste pour le recommander et l'utiliser. Si vous avez envie d'utiliser KeePass, que vous ne le connaissez pas, que vous avez besoin d'une formation là-dessus, d'une remise un petit peu au goût du jour, n'hésitez pas à revenir vers le SI interne. On organise des formations régulièrement. Ça se fait également à distance, en visio, etc. Voilà, n'hésitez pas, il y en a régulièrement, vous pourrez vous y greffer, signalez-vous. Il y a, lié au mot de passe, une obligation, en particulier pour les entreprises, de sécuriser les accès, qui est définie dans la loi informatique et liberté, donc qui a été mise à jour avec le règlement européen, et qui définit, voilà, notamment dans cette recommandation dont vous avez un extrait en illustration, qui définit 4 cas de figure et les critères de complexité associés. Notamment, des fois vous utilisez juste un mot de passe, des fois vous avez un mot de passe et aussi l'authentification à double facteur, un code que vous recevez par SMS ou par mail qui permet de vérifier que c'est bien vous qui avez fait la demande et qui essayez de vous connecter. C'est une mesure complémentaire de sécurité, ça permet de se dire que
puisqu'on a ça, le mot de passe seul ne suffisant pas, on peut éventuellement se contenter d'un mot de passe un petit peu plus court, un petit peu moins complexe. Mais dans le cas, comme bien souvent d'un mot de passe seul, typiquement sur le réseau, sur le portail Concerto, sur le webmail, etc., la CNIL impose, dans un contexte d'entreprise, 12 caractères minimum, les 4 critères de complexité, majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux. Vous comprenez l'utilité de KeePass. Déjà, juste au sein de Concerto, des mots de passe, on en a plusieurs. Même si on les retient et qu'on n'arrive pas à les associer à tel ou tel usage, on ne va pas s'amuser à tous les essayer un par un. Voilà, l'idée c'est d'utiliser un gestionnaire pour n'en retenir qu'un, puis après fonctionner par copier-coller ou par remplissage automatique dans le navigateur, mais de surtout ne pas les stocker dans le navigateur directement, comme je le disais tout à l'heure. De façon plus large, et là on déborde assez largement sur le cercle privé, sur tout ce que vous faites à la maison, ou vraiment à titre perso avec vos téléphones, etc. Même si on sécurise énormément de choses d'un côté, en fait, de nous-mêmes, on ouvre ou on maintient un certain nombre de portes ouvertes de l'autre qui permettent la fuite de données personnelles, notamment, comme je le disais tout à l'heure, via les assistants vocaux. Même si on ne les utilise pas, ils sont là, ils écoutent. On s'est rendu compte récemment dans l'actualité que un coup c'est tel assistant vocal qui a envoyé les données à la mauvaise personne, que voilà, le fonctionnement n'est pas parfait. Les gens découvrent assez surpris que quand ils arrivent à accéder souvent par hasard à certaines pages de leur compte Google, ils se rendent compte que toutes les demandes qu'ils ont faites, tous les sites qu'ils ont visités, toutes les injonctions vocales qu'ils ont émises vers leur assistant, elles sont enregistrées, ils peuvent les réécouter, puis ils ont les résultats qui leur ont été donnés, puis ce qu'ils en ont fait. Ça surprend toujours un petit peu. Donc du coup, on peut se poser la question de tous ces services qu'on utilise au quotidien volontairement, donc c'est pas de la malveillance, tous ces services qu'on utilise au quotidien, qu'est-ce qui laisse passer, qu'est-ce que ça pose comme question d'un point de vue sécurité? Ce qu'on entend souvent dans ces cas-là, dans ma famille en premier, puisque j'en discute régulièrement avec eux, c'est « Ah bah non, mais de toute façon, je m'en fous, j'ai rien à cacher ». On va commencer par un truc tout bête. Parmi vous, qui, à chaque fois qu'il s'inscrit à un nouveau service ou utilise un nouveau service, qui lit intégralement les CGU, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité? Je pense qu'on va pas attendre un petit quart d'heure. Non. C'est pas crédible. Globalement, personne. C'est 8% des internautes. C'est à la fois surprenant parce que ça fait quand même du monde finalement, plus qu'on pourrait le penser, mais ça fait quand même pas des masses. On en a 49% qui juste font suivant, les lisent absolument pas, quoi. Peu importe ce qu'il y a dedans. Ça s'explique assez facilement. Globalement, les gens les trouvent trop longues, trop complexes. Des fois, elles sont même tout simplement pas traduites dans la langue de l'utilisateur. Et on se retrouve avec quand même une portion non négligeable de ces internautes qui estiment que si le site dispose d'une politique de confidentialité, c'est que ça a été vu par un avocat, que c'est légal, que c'est clean, que du coup on peut s'y fier, sinon il n'en aurait pas. Alors on va prendre un exemple tout simple. Purple, une entreprise anglaise qui fournit des réseaux Wi-Fi publics dans certaines communautés. Pour sensibiliser les gens un petit peu à toutes ces problématiques-là, avant l'arrivée du règlement européen en 2018, ils ont modifié leur CGU, celle qu'on doit accepter quand on se connecte à leur réseau sans fil pour pouvoir accéder à l'Internet. Tout utilisateur qui validait ça, qui cochait, qui utilisait l'accès Internet fourni par Purple, s'engageait contractuellement à effectuer 1000 heures de travaux d'intérêt général, au choix de Purple en fonction du besoin. Notamment étaient cités nettoyer les WC, ramasser les déjections canines dans la rue ou dans les parcs, peindre les coquilles des escargots pour améliorer leur quotidien, c'était texto dedans. Voilà. En 2 semaines, parce qu'ils n'ont pas, quand ça a été un peu éventé, ils ont fait machine arrière, enfin ça n'a jamais été, le but n'a jamais été de vraiment faire ces tâches-là à des utilisateurs, c'était vraiment de voir au bout de combien de temps et combien de personnes relèveraient l'arnaque. Donc en 2 semaines, 22 000 Britanniques ont accepté ces conditions, et il y a un seul utilisateur qui a remonté l'information de « c'est pas normal ça, il est où le souci ?» Sur Internet, via nos usages, globalement, au-delà de juste
une fois qu'on a passé les conditions d'utilisation de pas mal de choses, en fait, des traces, on en laisse un peu partout. Si on prend un navigateur tout bête, quel qu'il soit, si on n'active aucun mécanisme de protection, si on prend vraiment la configuration standard telle qu'il est une fois qu'on l'a installé ou quand on vient d'acheter son téléphone, etc. Là, j'ai fait l'exemple, j'ai pris un navigateur vierge, j'ai visité juste 4 sites. Google, pour faire une recherche, la page d'accueil du Figaro, du Point et du journal Le Monde. Vraiment sans clic, sans navigation, sans remplir quoi que ce soit, juste afficher les pages d'accueil. J'ai utilisé une extension de mon navigateur qui liste, vous avez un morceau de l'illustration à gauche, qui liste tous les tiers auxquels s'est connecté mon navigateur, parce que c'était demandé par le site en question. 4 sites, juste les pages d'accueil, 171 tiers connectés, et pour certains, vous l'avez sur les images avec les traits, pour certains communs. Le problème, il est là. Déjà, quand vous visitez le site, vous n'êtes pas que sur le site en question, mais surtout, le tiers, au fil de votre navigation, puisque ces différents sites font des appels vers le même tiers, lui aussi, il est au courant que le même navigateur, avec la même adresse IP, le même identifiant, il a visité tel et tel site. Il connaît votre navigation, il peut avoir vos habitudes, etc. Donc il y a vraiment une prise de conscience à avoir à ce niveau-là. Voilà, des dizaines, des centaines de tiers qui savent que vous avez visité tel site, que vous y êtes resté combien de temps, ce que vous y avez lu, donc ce qui vous intéresse. Il y en a pléthore. Ça, c'est via une autre extension, pardon. Je suis juste allé sur la page d'accueil du Figaro, et on se rend compte que, bon, déjà le Figaro est en HTTP et pas en HTTPS, et puis que, en fait, juste en chargeant la page d'accueil, il charge des ressources où il fait des appels vers tous ces domaines. Donc voilà, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas seulement sur le site du Figaro, on est aussi, sans le voir, sans en être conscient, sur plein d'autres sites. Alors il y a des débuts de solutions pour tout ça. Déjà configurer le navigateur pour bloquer les cookies tiers, donc tout ce qui serait déposé par des domaines qui ne sont pas celui du Figaro. Activer Do Not Track, donc ne pas me pister dont je parlais tout à l'heure, c'est pas parfait, mais dans un certain nombre de cas ça fonctionne. Et puis vous pouvez aussi installer des extensions dans vos navigateurs qui sont simples à utiliser, qui ne demandent pas une configuration folle, parce qu'il y en a aussi qui sont plus exhaustives et qui protègent beaucoup mieux, mais qui demandent des réglages, des ajustements manuels. On se retrouve des fois avec des sites qui ne fonctionnent pas comme prévu. Enfin, le but, c'est aussi de garder un confort d'utilisation au quotidien en se protégeant un petit peu. Typiquement, un bloqueur de publicité comme uBlock Origin, donc qui bloque les publicités, et comme je le disais au début, pas seulement aussi, plein de pisteurs en JavaScript qui font des appels un peu ailleurs. Alors, pas AdBlock Plus comme bloqueur de pub. Il y en a plein des bloqueurs de pub. uBlock Origin utilise des listes qui sont publiques et qui sont maintenues. AdBlock Plus utilise une partie de ces listes, mais utilise un concept qui s'appelle la publicité acceptable, qu'on pourrait résumer en forçant à peine le trait par si la régie publicitaire paye, elle est considérée comme acceptable. Voilà, c'est une partie du business model de AdBlock Plus, donc finalement il ne bloque pas tout. HTTPS Everywhere, donc c'est une extension qui, quand vous joignez un site, directement ou indirectement, donc via les domaines tiers comme je le montrais tout à l'heure, si l'appel se fait en clair, mais que le site que vous joignez dispose également du HTTPS, il va reforcer l'appel à se faire en HTTPS. Ça permet de se protéger, de se prémunir un petit peu de certaines menaces et ajouter du moins une couche de confidentialité à votre navigation. Privacy Badger, qui est là pour bloquer un certain nombre de cookies pisteurs connus. C'est une liste noire. C'est pas on bloque tout et on en autorise quelques-uns parce qu'on sait que ça marche bien. C'est certains, on sait que c'est Google Analytics, on sait que c'est tel autre pisteur, puisque de toute façon on les connaît bien ces cookies-là, on sait que ça va pas gêner le fonctionnement du site, on les bloque. On évitera Ghostery, qui est une autre extension qui fait à peu près la même chose et qui n'est pas totalement libre et, comme pour le cas d'AdBlock Plus, a un mode de financement qui peut poser question. Cookie Auto-Delete, qui est pas contraignant à l'utilisation, mais enfin pas directement, je vais expliquer ça. Comme son nom l'indique, quand vous fermez un onglet, il efface tous les cookies qui ont été déposés par cet onglet. Voilà, typiquement, ça limite du moins le suivi de votre navigation entre différents onglets, par des tiers en commun. Contraignant dans la mesure où, quand vous ouvrez une session sur un site web,
dans la plupart des cas, le cookie, il a une il a une date de validité qui est relativement longue, quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois. Avec cookie auto-delete, quand vous rouvrez l'onglet après l'avoir fermé, puisque le cookie a été supprimé, vous devez à nouveau ouvrir votre session, alors qu'avant c'était resté ouvert. Donc ça apporte clairement une couche de confidentialité, mais par contre ça oblige à se reconnecter régulièrement, quoi. Et Decentralize, qui vous permet de joindre nettement moins de tiers. C'est à cause d'une très mauvaise pratique de développement, à mon sens, qui va être que quand on utilise une librairie JavaScript sur son site, jQuery pour en prendre une qui est largement connue et utilisée, plutôt que de la servir, plutôt que de la copier sur son site et de la servir en local, on va aller la chercher directement sur un CDN, donc un fournisseur de contenu, et l'appel, à chaque fois que vous chargez la page, vous fournissez le contenu, mais la librairie jQuery va aller la chercher depuis l'extérieur. Ça fournit un certain nombre d'informations au CDN qui visite, et puisque souvent ce sont les mêmes CDN qui fournissent les mêmes librairies à tout un tas de sites web, ça fait partie du genre de tiers que vous obtiendrez nécessairement en commun avec plusieurs sites, et qui permettent à ce tiers de suivre votre navigation. Decentralize embarque une copie locale de toutes ces librairies-là, et quand il détecte au chargement d'une page qu'un appel va être fait vers un CDN, il l'annule et il sert la librairie en local. Ce qui permet, encore une fois, de limiter la fuite d'informations. Est-ce qu'on peut quand même être tracé une fois qu'on a mis un petit peu tous ces remparts? Alors, moins, mais oui. Puisque déjà, on se rend compte que quand notre navigateur se connecte à un site, il fournit un certain nombre d'informations, de façon absolument invisible. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle le user agent, donc la signature de votre navigateur qui se présente comme étant tel navigateur, parce que en fonction du navigateur, tout ne fonctionne pas toujours pareil. Donc là, dans le cas de mon navigateur à moi, voilà, on peut quand même être tracé parce que comme un petit peu moins de 42% des utilisateurs j'utilise Firefox, parce que comme un petit peu moins de 1%, j'ai la version 64 de Firefox, la dernière, parce que comme une majorité d'utilisateurs, il est installé sur un Windows, 10 en l'occurrence, que mon navigateur demande une page en français, et il indique le fuseau horaire, parce qu'il y a pas mal de sites, et Twitter au hasard, qui pour ajuster l'horodatage des tweets, va utiliser votre fuseau horaire pour l'afficher dans le temps, dans l'horloge locale. Si on cumule tous ces facteurs-là, on se rend compte que sur le site web où je suis allé, parmi les 952 000 et quelques empreintes déjà récoltées, celles qui cumulent tous les critères que le site peut vérifier à distance, la résolution d'écran, toutes ces choses-là, la signature elle est unique. Alors que j'ai activé pas mal de protection. De plus, donc c'est ce qu'on appelle du fingerprinting, donc prise d'empreinte, et de plus en plus de sites web utilisent ce type de mécanique quand ils n'arrivent pas à charger des scripts de pistage classiques. C'est déjà plus compliqué à déjouer. Les solutions ne sont pas toutes individuelles à l'échelle de la personne et de son navigateur, elles sont aussi globales et collectives. Déjà des meilleures pratiques de développement, éviter les CDN quand on peut par exemple, ne pas intégrer ce type de pisteur quand on n'en a pas réellement besoin, comme sur l'ancien site de Concerto par exemple, où il y avait Google Analytics, mais où en fait personne ne les consultait jamais, ces statistiques. Pas besoin de le charger si on n'en a pas besoin. Des évolutions législatives également, qui peuvent améliorer les choses. Donc, le RGPD, le Règlement de protection des données européen, a fait un premier pas, un pas sérieux dans la bonne direction, même si on lui trouve un certain nombre de manques encore. Ça reste un bon début. La directive e-privacy, qui touche notamment à tout ce qui va être cookies et pisteurs. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est, avec l'entrée en vigueur du RGPD, des amendes renforcées notamment, beaucoup de gens, en se mettant en conformité, se sont remis à regarder les cookies et ce genre de choses. C'est pas le RGPD qui traite des cookies, alors, ça reste la loi informatique et liberté, mais la directive qui est transcrite par cet article-là, c'est e-privacy, qui commence à dater, qui devait initialement être revue et publiée en même temps que le RGPD, mais qui traîne à aboutir, notamment à cause du lobbying, puisque, à ma connaissance, aux dernières nouvelles, l'état dans lequel elle se trouvait, c'était par défaut, de base, tout ce qui est pistage cookie, si c'est pas technique, c'est interdit. Donc, forcément, pour tout ce qui va être régie publicitaire, etc., interdire la pub par défaut, c'est un peu compliqué. Arrêtez de faire n'importe quoi sous prétexte qu'on traite de la donnée, clairement. C'est pas parce qu'on touche de la donnée personnelle souvent
que c'est une bonne idée et que c'est juste souhaitable. Voilà. Collecter tout, n'importe quoi, sans se poser la question de est-ce que j'ai réellement besoin de ces jeux de données, qu'est-ce que j'en fais, comment je les stocke, combien de temps je les garde, c'est juste non, parce qu'on se retrouve après avec des croisements de bases de données, avec des fuites de données qui laissent passer beaucoup trop de choses et qui portent préjudice aux individus. Et puis enfin, et là encore c'est global et plutôt orienté développement, moins de dark patterns, ce qu'on appelle les dark patterns, ça va être globalement le fait de, quand vous allez sur un site, notamment depuis l'arrivée du RGPD, on se retrouve avec des bandeaux surdimensionnés, avec un gros bouton tout accepté. Par contre, si on veut refuser, on le cherche, le bouton, clairement. Voilà, c'est fait pour... tous ces dark patterns, c'est une façon d'inciter l'utilisateur à aller au plus simple, et le plus simple étant ce qui arrange l'éditeur. Voilà, typiquement ce bandeau, avec énormément de sites web se mettent à utiliser Quantcast pour gérer les cookies et les pisteurs. On se retrouve typiquement avec ce type de bandeau. Alors, le respect de la vie privée, c'est leur priorité. Il y a juste un bouton j'accepte, rouge, visible, tout ce qu'on veut. Et par contre, pour paramétrer ses préférences, c'est pas refuser, c'est paramétrer vos préférences, et là, il faut faire des réglages. Ça, c'est typiquement, c'est le dark patterns le plus courant par rapport à ça. Puisque l'utilisateur, ce bandeau-là, ça c'était un bandeau pris sur un mobile, il fait moitié de l'écran. On vient pour lire du contenu. Voilà, c'est j'accepte, c'est le plus facile, on n'a pas forcément de temps à perdre. Voilà. Si on va sur éditer paramétrer ses préférences, etc. Autre dark pattern, là la position c'est off en réalité. Pour autant, on a mis l'inverse de ce qu'on trouve la plupart du temps sur les téléphones ou sur les interfaces quelles qu'elles soient. C'est du bleu, on pense que c'est on, et l'utilisateur va avoir tendance, même si au-delà de l'aspect gauche-droite du curseur, va avoir tendance à les désactiver. Enfin, vouloir les désactiver, les passer en gris. Sauf qu'en fait, le gris, c'est activé. Et puis on se retrouve, voilà, alors, des paramétrages, on en a un paquet, hein, le curseur il est petit. Donc on a déjà un premier paramétrage, avec là pour le coup, un bouton tout refuser, qui est un petit peu moins sexy, un petit peu moins visible que le consentement à tout. Et on a encore là la liste complète des partenaires avec qui le site échange les données. Affichons-les. Vous avez vu la taille du curseur? Il y en a 500 des tiers. Et on va pas s'amuser à tous les cocher un par un, quoi. Parce que là, pour le coup, pour tout refuser, c'est un peu plus compliqué. Ce bouton n'apparaissant... Enfin, l'apparition du bouton tout refuser, en fait, étant clairement à discrétion de la personne qui intègre le bandeau Quantcast sur le site. Donc la plupart du temps, les intégrateurs ne le mettent pas. Au point que un employé de la CNIL a développé sur son temps perso une extension pour Firefox qui, dès qu'il détecte un bandeau Quantcast, fait apparaître sur le premier écran que je vous ai affiché tout à l'heure le bandeau tout refusé. Comme ça, ça permet de l'afficher, d'avoir directement de quoi tout refuser sans passer par le paramétrage. Oui. Elle s'appelle CookieFix. Q-O-O-K-I-E-F-I-X. Alors, puisqu'on parle de confidentialité, vie privée, intimité numérique, etc., sachez que la proportion de personnes qui ont simplement entendu parler du RGPD, le règlement de protection des données, en France, c'est 65%. Un peu plus de la moitié. Mais vu le nombre de notifications que tout le monde a reçues par mail, le nombre de bandeaux qui apparaissent, etc., et qui citent le RGPD, ça reste que globalement, une bonne portion des gens ne lisent tout simplement pas ce type de communication et ne se renseignent pas sur la question. La question se pose également sur téléphone. Parce que là, on a vu des mécaniques qu'on trouve dans un navigateur d'ordinateur, qui sont assez faciles à configurer. Sur un navigateur de téléphone, on a aussi un mécanisme d'extension, mais pour tout ce qui va être système d'exploitation, et notamment toutes les applications que vous installez, est-ce que vous êtes certain de leur fonctionnement, de ce qu'elles collectent, de ce qu'elles ne collectent pas? Est-ce que vous lisez les autorisations qu'elles vous demandent? Voilà, c'est des travaux qui ont été réalisés par une association que je vais présenter, puis surtout je vais présenter un peu leurs travaux. Donc je vous montre une petite vidéo d'introduction, et puis un petit reportage, un extrait d'un reportage de France 2 de 4 minutes, qui va vous aider peut-être à vous poser un petit peu des questions par rapport à tout ça.
c'est une association nantaise, dont je fais partie, qui a été fondée par la personne que vous allez voir sur la vidéo. L'idée, c'était de développer, puisqu'il y avait clairement un vide, notamment du côté de la CNIL sur les applications smartphone, où la procédure pour les contrôles d'applications était, a été difficile clairement à mettre en place. L'idée, c'était, puisque ça n'existait pas, de développer une méthode alors légale dans un premier temps, parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, à cause de la propriété intellectuelle du code, etc. En France, on n'a pas le droit de décompiler une application Android et de regarder trop comment elle est fichue. Sur iPhone, c'est juste pas possible. Là encore, à cause de limitations à la fois techniques, mais surtout légales et des amendes assez phénoménales. L'idée, c'était de développer une méthode publique, simple, reproductible surtout, d'analyse des applications Android pour pouvoir lister les différents pisteurs qu'elle embarque, à qui ils appartiennent et idéalement, qu'est-ce qui remonte comme données. Donc je vais vous montrer un petit reportage qui a été diffusé dans une émission de France 2, donc Tout compte fait. Alors la thématique de l'émission, c'était pas la vie privée, c'était est-ce qu'on peut échapper au bouchon sans payer un centime? Et ils ont traité notamment de la monétisation des données qui permettait d'avoir gratuitement des applications pour éviter les embouteillages. Je vous montre ça. Donc voilà l'exemple que j'avais choisi de vous montrer donc pour Waze. Donc effectivement, Waze appartient à Google. Pour autant, pour ce qui est de la localisation, ce sont bien les serveurs de Waze que l'application utilise pour calculer les itinéraires, etc. Et voilà, on a pu constater que de façon un peu moins régulière que pour les envois de localisation vers Waze, Google récupère également une certaine partie de ces historiques, de ces points de localisation, parce que, comme le disait Esther, la grosse majorité du revenu de Google, c'est la publicité. Et dans la plupart des cas, ce qui est vendu, c'est pas un emplacement publicitaire au sens où on pourrait l'entendre, un rectangle ou une zone qu'on mesurerait en pixels. Ça a beaucoup été le cas par le passé, ça l'est de moins en moins aujourd'hui. Donc c'est un paramètre qui est pris en compte, la taille de la publicité, mais surtout ce qui déclenche une grosse partie de la rémunération, c'est le clic. Et effectivement, le moyen le plus sûr et le plus efficace de s'assurer des clics, ça va être de cibler au plus juste la publicité. C'est pour ça que, sans bloqueur de pub, si vous faites un petit peu le tour des sites marchands pour rechercher un frigo, si vous allez sur un site qui n'a rien à voir avec un vendeur d'électroménager, vous risquez d'avoir très rapidement également des publicités pour des frigos. Donc voilà, la plupart des applications que vous utilisez, que nous utilisons sur nos smartphones aujourd'hui, embarquent un certain nombre de pisteurs.
Donc le moteur d'Exodus Privacy est public. Donc ce qui a été dit dans le reportage, c'est qu'il y avait un certain nombre relativement limité du moins d'applications qui étaient analysées. Le reportage date de février 2018. Les travaux de l'association ont été rendus publics en novembre 2017, donc c'est très récent. Et surtout, ce qui est le cas maintenant et qui ne l'était pas à l'époque, c'est que tout n'était pas automatisé. C'est-à-dire que les analyses d'applications, c'est nous qui les lancions manuellement. Aujourd'hui, si une application n'est pas que vous utilisez, donc que vous voulez vérifier, n'est pas référencée par Exodus, vous pouvez tout simplement juste en soumettre une à analyse. Ça prend une vingtaine de secondes et c'est fait, quoi, et vous avez le résultat tout de suite. Ce qui n'était pas le cas avant, et ce qui explique qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'applications sur ce site-là. Ce qui est dit dans le reportage, notamment que Waze respecte la législation en vigueur, ça n'est pas le cas, puisque le règlement européen impose, quand on transmet des données à un tiers, ce qui a été le cas par exemple avec Facebook, de s'assurer du consentement préalable de l'utilisateur, de son accord, et de lui dire à qui on transmet des données, de lister les tiers. Donc lister les tiers, c'est peut-être quelque chose qui fait partie de la politique de confidentialité de Waze, que généralement on ne lit pas comme on le disait tout à l'heure. Mais par contre, le fait qu'on demande le consentement pour activer le pisteur sur l'application mobile, avec, en imaginant un bandeau comme on a sur les sites web, mais au démarrage de l'application, c'est quelque chose qui aurait dû être implémenté et qui n'a jamais été fait, notamment parce que quel que soit l'État membre de l'Union européenne, il n'y a pas d'autorité de protection des données qui avait mis au point du moins une procédure de contrôle de ce type de choses. Côté CNIL, c'est quelque chose qui est mis en place, qui se met en place du moins maintenant, notamment par l'utilisation du moteur Exodus qu'on leur a présenté en février 2018 et qu'ils utilisent en amont des contrôles pour identifier déjà des premiers manquements, même si ça n'a pas encore valeur de preuve. Si vous suivez un petit peu les sanctions ou mises en demeure de la commission, vous aurez remarqué que fin 2018, il y a eu plusieurs mises en demeure de régies publicitaires mobiles pour justement des remontées d'informations, dont la localisation, sans accord de l'utilisateur, preuve qui commence à faire appliquer ce pan du RGPD. Contrairement au site web, vous avez rarement le choix. Le choix se résumant globalement à utiliser ou non l'application, ce qui est toujours un petit peu plus délicat que simplement bloquer une partie du site web. Des fois, vous avez le choix. On va prendre un exemple que j'ai vu pas mal chez Concerto. Il y a eu une période où le midi, globalement, tout le monde flashouillait ce qu'il était en train de manger, la canette de coca, etc., via une application que je ne connaissais pas, qui s'appelle Yuka. Et quand on regarde sur le Play Store, on nous dit que Yuka est une application indépendante, construite avec l'aide de la base de données collaborative Open Food Facts pour l'alimentaire. Donc Open Food Facts, qui est effectivement une grosse base de données alimentaire, remplie bénévolement. Et en fait, quand on décortique un peu le contenu, du moins pour l'alimentaire, on se rend compte qu'en fait, Yuka, c'est juste Open Food Facts avec une interface un peu plus sympathique. Donc l'idée, c'est d'utiliser, puisque le résultat est le même, et éventuellement l'interface un peu moins jolie, même si Open Food Facts a évolué là-dessus, l'idée dans ces cas-là, c'est de se renseigner un petit peu et d'utiliser quelque chose. Alors, des fois, c'est un compromis à faire, mais voilà, d'utiliser une solution qui permet de préserver un petit peu votre vie privée et ce qui est fait sur votre téléphone. Là, en l'occurrence, pour des scans de produits alimentaires, le résultat était strictement le même, à part l'affichage sur l'écran. Et on a une application 7 pisteurs, 8 permissions, et une autre 0 pisteur, 5 permissions. Et aussi que Yuka incorpore de la pub. C'est quand tu scans un produit, tu mets une catégorie, et ensuite tu te proposes quelque Oui, chose de différent. il y a de la pub dans Yuka, effectivement. Et là aussi. Excuse-moi, je te finis. Là aussi, bloquer la pub sur un téléphone, c'est pas aussi simple que sur un navigateur, on en parlera un petit peu après. Donc globalement, vous avez un extrait de ce que vous pouvez voir sur le site d'Exodus. Pour chaque appli que vous vérifiez, vous avez le nombre de pisteurs détectés, les permissions utilisées, et sur la partie gauche de l'écran, voilà, nous avons trouvé la signature des pisteurs suivants dans l'application. Vous avez la liste. Quand vous cliquez sur chaque pisteur, vous avez un petit descriptif. Alors les applications des médias sont généralement truffées de pisteurs, c'est assez phénoménal. Et puis sur la partie droite de l'écran que vous ne voyez pas ici, vous avez la liste des permissions qui sont demandées par l'application. J'insiste sur un petit point, malgré tout.
Ce sont des signatures de pisteurs qu'on détecte dans l'application. On sait que le code associé, il est embarqué dans l'application. Par contre, en analyse statique de code comme ça, on n'a pas le moyen de vérifier que le pisteur est bien actif. Ça demande une écoute réseau, une analyse réseau. Pour certaines applications, on le fait manuellement. On a les outils pour ça, en majorité, du moins, dans la majorité des cas, du moins. C'est pas encore industrialisé, automatisé. Donc, pour l'instant, la seule chose qu'apporte par défaut, du moins, Exodus, c'est la liste de ce qui est embarqué. On peut supposer que c'est activé, parce que sinon on ne l'embarquerait pas. Pour autant, on n'en a pas la preuve, à moins de faire une écoute réseau. Benoît, tu as une question, du coup? Oui, non, en fait, je viens de dire, parce que je l'ai téléchargé, l'appli d'Exodus Privacy, et c'est complètement dingo, là. Oui. Yuka, 7 pisteurs, c'est presque peu. Là, Météo Oui. France, c'est 22 pisteurs. Oui, Yuka, c'est 7 pisteurs, c'est peu, effectivement. On a énormément d'applications qui tournent à une vingtaine, Ouais, c'est dingo. entre 20 et 30. L'équipe, 20 minutes, tout ça, c'est... Donc il y a effectivement une application Android Exodus Privacy qui apparaît de temps en temps sur le Play Store et qui se fait très régulièrement dégager par Google, ou du moins avec un avertissement de Play Protect, comme quoi c'est une application suspecte et dangereuse, parce que déjà de par son mode de scan, puisqu'elle regarde un petit peu ce qui se fait dans d'autres applications et que de base c'est pas un comportement normal pour une application. Là c'est légitime, mais une autre application qui ferait ça ne le serait pas forcément. Et puis également parce qu'on s'attaque directement notamment à Google Analytics, Firebase, etc. et que on peut supposer, on peut envisager que ça déplaise un petit peu à Google également. Donc elle reste elle reste accessible, enfin on peut la télécharger hors Play Store également, mais c'est... Quand tu tapes sur le navigateur, c'est comme ça que je l'ai eu. Oui, Première d'accord. page, Tu l'as eu sur quoi, sur F-Droid ou quelque chose comme ça? Directement sur le navigateur. D'accord. Je vais juste aller sur leur site et proposer de télécharger. Oui, sur le site, elle est proposée. Donc les solutions pour les téléphones, pour les smartphones, elles sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Elles demandent plus de compétences que sur un navigateur standard. Alors déjà, côté Apple, un iPhone, c'est complètement verrouillé de base. Donc à moins d'aller jailbreaker, et encore, je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire ce genre d'opération a posteriori. Enfin, une fois jailbreaké, je ne sais pas dans quelle mesure on peut agir sur ce système-là. Donc sur un iPhone, globalement, alors d'un point de vue collecte de données, ciblage publicitaire, etc., on sait qu'Apple, les revenus publicitaires, ils sont loin d'être aussi importants que chez Google. C'est pas le même business model. Ça paraît du moins un petit peu plus sûr côté intimité numérique. Mais là, encore une fois, ça dépend. Si Apple ne le fait pas directement, c'est les applications que vous allez installer qui vont collecter et se servir. Donc le résultat, in fine, est à peu près le même. Côté Android, globalement, les gens font l'amalgame entre... Enfin, appellent Android, pas seulement le système d'exploitation, qui est certes développé par Google, mais qui est open source et gratuit. Les gens font l'amalgame entre ce qui est réellement Android, le système d'exploitation, et ce qu'ils ont sur leur téléphone quand ils l'achètent, qui est Android plus les services de Google qui sont intégrés vraiment en profondeur dans le téléphone, avec notamment le Google Play Store qui permet d'accéder aux applications. Dans l'esprit de beaucoup d'utilisateurs, c'est le seul marché d'applications, c'est pas du tout le cas, il y en a d'autres, dont F-Droid, vous avez donc une application gratuite. Il y a plusieurs solutions. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça dépend des modèles de téléphone dans la plupart des cas, parce que le matériel étant pas le même, c'est pas forcément facile de trouver des pilotes, des morceaux de logiciels qui fonctionnent, etc. On peut citer quelques débuts de solutions. LineageOS, qui est une distribution Android donc gratuite, libre, compatible avec un grand nombre de téléphones, même des vieux téléphones, ce qui permet, sur mon téléphone de rechange par exemple, qui est un Nexus 4, qui a déjà quelques années et pour lequel Google a arrêté le développement à Android 5 ou 6 de mémoire, dessus j'ai Android 9 qui tourne, alors qu'officiellement c'est pas supporté. Par contre via LineageOS, j'ai un support de cette version d'Android. Donc il est basé sur Android, supporté sur pas mal de téléphones, par défaut n'intègre pas les services Google, donc pas de Play Store, pas etc. Il y a toujours moyen de se débrouiller, mais de base il est sans Play Store. On peut citer le projet MicroG, donc on peut coupler à LineageOS en l'occurrence, qui est une réimplémentation d'une partie des services Google
mais du coup qui remonte à Google que le strict nécessaire pour avoir ce à quoi on aspire. Typiquement, si vous utilisez une appli type WhatsApp pour de la messagerie, les notifications de nouveaux messages sur un téléphone Android, elles passent par, alors, le nom actuel m'échappe, mais anciennement GCS, Google, oui c'est ça, GCS, Google Cloud Services, donc le système de cloud de Google, qui poussait la notification vers le téléphone. Si on n'a pas les services Google, on n'a pas les notifications de nouveaux messages. C'est vraiment quand on ouvre l'application qu'elle va vérifier qu'on en a, mais si on n'est pas sur l'application, on n'a pas de notification de nouveaux messages. MicroG permet de réimplémenter ce type de mécanique, mais sans le superflu. Parce que le Play Store, les services Google au sens large, sont vraiment intégrés très en profondeur dans Android et ont accès à tout sur le téléphone. Donc F-Droid, que je citais tout à l'heure, qui est un magasin d'applications qui ne contient que des applications libres et sans pisteur. Et on travaille avec eux via Exodus. F-Droid utilise le moteur d'Exodus Privacy, les retours du moins les résultats d'Exodus Privacy pour s'assurer de l'absence de pisteur dans les applications. Il y a également un store qui s'appelle Yalp Store ou Aurora Store. Le système est le même, mais c'est deux interfaces différentes. Qui est une alternative au Play Store, donc une application qui n'a pas besoin des services Google, qui va chercher les applications sur le Play Store, donc ça vous permet d'accéder à toutes les applications du Play Store, même si vous n'avez pas les services Google, et qui notamment, elle, dans son interface, pour chaque application, ça ressemble au Play Store dans l'interface, mais elle va rajouter un certain nombre d'informations, et notamment les résultats d'Exodus. Quand vous allez pour installer une application, il vous dit bien analyse Exodus, telle application contient X pisteur. Donc ça permet de s'informer sans forcément ne pas faire les choses. L'idée, c'est pas forcément de se priver, c'est de trouver un compromis, vie privée, et puis usage, parce que on peut tout à fait comprendre que ce soit pas évident quand tous les amis, toute la famille utilisent une messagerie. WhatsApp, oui, ça appartient à Facebook. On peut ne pas avoir envie de l'utiliser, et si on l'utilise pas, on se prive souvent de contact avec une partie de nos contacts. Autres applications qui permettent de se préserver un petit peu de toutes ces choses-là. Silence, donc, qui est une application pour les SMS, qui prend le dessus sur celle qui est installée sur votre téléphone. Si les deux personnes, alors l'usage est transparent pour la personne, si les deux personnes utilisent Silence, l'envoi de SMS se fait de façon chiffrée. C'est-à-dire que votre opérateur téléphonique, il n'a pas accès au contenu du message, alors que de base, sauf exception, c'est le cas. C'est une application qui n'est compatible qu'avec Android, pour la simple et bonne raison que Apple a verrouillé l'interface d'envoi de SMS sur les iPhones. Il n'y a que message d'Apple, il n'y a que l'application SMS d'Apple qui peut envoyer des SMS, les autres non. Donc silence Android. Signal, qui est une messagerie instantanée type WhatsApp, ça fonctionne pareil, les messages passent par Internet, les appels passent par Internet, ça permet d'échanger en Wi-Fi ou à l'étranger, ce qui a fait la célébrité de WhatsApp, qui est chiffré, qui n'appartient pas à Facebook, qui ne conserve rien, et qui, elle, est compatible Android et iOS. Et puis d'autres applications qu'on peut recommander, type DNS66 ou DNS Filter, qui va s'installer sur le téléphone, faire un faux tunnel VPN local, et en fait à chaque fois qu'une application, quelle qu'elle soit, va vouloir accéder à Internet, elle fonctionne comme un bloqueur de pub sur les ordinateurs, c'est-à-dire que sur la liste noire dont elle dispose, les appels vers les régies publicitaires, etc., vont juste pas s'effectuer. Ça dégage les pubs dans pas mal d'applications malgré tout. Ça peut servir. Et alors toutes ces applications, systèmes d'exploitation, etc. sont gratuits. Si vraiment un mot pour résumer, une petite phrase courte pour résumer tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est que globalement, même s'il y a des solutions globales qui émergent, utiliser Tor, etc., pour avoir une configuration standard et similaire aux autres internautes, avoir un anonymat partiel, mais anonymat tout de même, l'idée c'est que pour pas mal de choses, aujourd'hui, que ce soit pour mitiger les risques, ou pour préserver votre vie privée ou celle des gens qui vous entourent, un exemple au hasard, sur de très nombreux services, LinkedIn pour en prendre un au pif,
vous allez souvent synchroniser votre répertoire de contacts ou votre boîte mail. Vous, c'est bien pratique, ça vous permet de retrouver des gens, mais est-ce que ces gens-là sont d'accord, au courant, OK avec ça, le fait que vous donniez à leur place finalement vos coordonnées à LinkedIn, donc LinkedIn Microsoft. Voilà. En résumé, pour toutes ces bonnes habitudes à prendre, ces réflexes à prendre et pas mal de petites actions du quotidien pour préserver votre vie privée à vous, vos données à vous et tous les actifs et le potentiel liés aux données de votre entreprise, tout passe par vous. Voilà, c'est une prise de conscience qui est d'abord individuelle, même si elle ne doit pas se limiter à ça. Et ce sont tous les enjeux qui viennent par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était bien sympa de pouvoir intervenir ce soir, pour la première fois en live, avec un grand merci notamment à Cédric et Estelle qui ont travaillé sur tout ça avec moi, et Lionel qui a fait l'animation, le chat, la réponse aux questions, etc. Et si vous avez des questions, maintenant sur le chat ou dans la salle, je suis là pour y répondre. Merci. Merci. Chrome veut pas que je télécharge F-Droid. Chrome veut pas que tu télécharges F-Droid. on met les barrières où on peut. Hein. Non, il faut lui dire, sur Android, il faut télécharger le fichier. Donc c'est une extension APK. Il estime de base que vu que c'est une application Android qui vient pas d'un store, c'est potentiellement un risque. Donc il faut lui dire, oui, ok, vas-y. Et une fois que c'est fait, il nous dit, ah bah non, c'est pas une source reconnue, il faut que tu autorises les sources extérieures au Play Store. Ouais, c'est évident. Voilà. Oui, Du coup, si on veut désactiver les assistants vocaux, on fait comment? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Désactiver les assistants vocaux, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est facile? Les effacer complètement, Sans passer par linéage OS. alors sans passer par un remplacement du système d'exploitation, sur iPhone, c'est pas possible de l'enlever. Alors de la désactiver, il doit y avoir un paramétrage pour ça, je suppose. Je sais pas dans quelle mesure c'est complètement coupé. Sur Android, on peut désactiver l'assistant Google, mais là aussi, puisque ce sont des logiciels propriétaires, on ne sait pas vraiment si c'est le cas ou pas complètement. Et sur les ordinateurs, il y a toujours des réglages pour désactiver Cortana chez Microsoft, pour désactiver pas mal de choses, mais est-ce que c'est vraiment fait ou pas? La question reste souvent posée. Je sais qu'elle elle a été posée pas mal de fois, là, notamment avec la sortie de la nouvelle Freebox qui intègre Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, qui contient une option pour le désactiver, mais on ne sait pas encore comment c'est fait. Est-ce que c'est un switch logiciel, auquel cas peut-être que c'est contournable? Est-ce que c'est un bouton physique qui couperait réellement, physiquement, l'accès au micro? On ne sait pas. Donc c'est souvent une question qui reste en suspens. La box d'Orange? Enfin, pour tous ces périphériques-là, même les enceintes connectées, typiquement, maintenant, vous cherchez une enceinte Bluetooth ou Wi-Fi pour mettre dans votre salon. En trouver une sans assistant vocal intégré, ça commence à relever de l'exploit. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nope. Sur silence. Sur silence. Quand tu installes silence sur ton smartphone, Oui. tu envoies un message via silence à un smartphone qui ne va pas, ça fonctionne quand même le transfert, il n'y a pas de, ça pose pas de problème. Donc oui, si tu installes silence et que tu envoies un SMS standard à quelqu'un, c'est un SMS qui part. C'est vraiment l'activation de silence, du chiffrement dans silence ne peut se faire, puisque c'est un échange de clés, ne peut aboutir que si la personne en face l'a aussi. Techniquement parlant, quand silence envoie un SMS, il envoie votre SMS et il rajoute 10 sauts de ligne qui ne sont pas visibles à l'écran puisqu'il n'y a rien derrière. La plupart des clients de messagerie sur Android le masquent. Par contre, c'est de ces 10 sauts de ligne que se sert silence à l'autre extrémité pour détecter que votre contact utilise silence également et vous proposer d'initier un échange chiffré. Et pour Signal, c'est une autre mécanique. C'est une partie de l'empreinte de votre numéro de téléphone qui est stockée par Signal. Et quand un autre utilisateur s'inscrit à Signal et que vous l'avez dans vos contacts, il vous propose de communiquer de cette façon-là avec lui. Qui est derrière ces messageries comme Signal? Finalement, s'ils n'ont pas la donnée à revendre, c'est quoi? C'est associatif? C'est
sais pas. Alors derrière ces applications-là, ce sont des applications, donc Silence et Signal, sont des applications qui sont libres. Donc le code source est dispo sur GitHub, par exemple, gratuite. Silence est maintenu par un Français qui s'appelle Bastien Lequérec. Et voilà, c'est sur son temps libre. C'est de l'initiative. C'est de l'initiative perso. Alors Silence est un dérivé de Signal. Alors, pour faire un historique très rapide, il avait une messagerie avant qui s'appelait Text Secure, qui proposait SMS chiffré et messagerie en ligne chiffrée. Mais du coup, puisqu'il y a les SMS, c'était pas compatible avec iOS, avec les iPhones, et l'éditeur de Text Secure, qui s'appelle toujours d'ailleurs Open Whisper System, une entreprise canadienne, d'experts en sécurité pour la plupart, ils ont décidé d'abandonner le support du SMS chiffré et de se focaliser sur les messages en ligne et de renommer leur application Signal, donc qui est toujours maintenue par Open Whisper System, qui est toujours gratuite et qui est globalement, c'est pas le seul service dont ils disposent, c'est leur vitrine, c'est leur façon de se faire connaître. Ça reste gratuit et ils stockent effectivement rien. Et je sais qu'on a déjà vu paraître sur Internet la réponse de Open Whisper System à des demandes de données personnelles, enfin d'identification du moins de la part des autorités américaines, ou si Open Whisper System est dans l'obligation de leur répondre, mais en fait ils disposent strictement de rien sur les personnes, à part oui, il a utilisé Signal, quoi. Et c'est tout ce que j'ai. Je sais pas avec qui il a parlé, je sais pas depuis combien de temps, je sais pas tout ça. Donc les deux, voilà. Et donc Silence est au moment où Text Secure est devenu Signal pour la compatibilité avec iPhone et a abandonné le SMS chiffré, puisque pas mal de gens s'en servaient, c'est là que Silence est né. Ça a été simplement un fork de Text Secure pour garder le SMS. Donc du coup, à destination uniquement des utilisateurs d'Android. Les slides, est-ce que sur le réseau, ou en tout cas au moins le nom des... Je peux fournir les slides sans souci, oui. Oui, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. J'ai déjà mis des autres, ça m'intéresse. D'accord. Je fournirai les slides, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis on mettra le lien vers les slides aussi en bas de la vidéo YouTube qui sera sur la chaîne de Concerto, pour permettre à tout le monde de les récupérer. On a une question en fait, c'est est-ce que le fait de demander à chiffrer nos données, puisque tout le monde les balance assez librement, est-ce que ça ne devient pas suspect? Est-ce que c'est pas considéré comme dangereux? La question s'est posée, surtout parce que aujourd'hui on est encore très peu à chiffrer. Donc on pourrait penser instinctivement qu'effectivement, puisque la personne chiffre, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. C'est loin d'être forcément le cas, c'est juste pour préserver son intimité numérique, c'est pas forcément pour cacher des activités illicites. La bonne attitude à avoir par rapport à ça, c'est pas de chiffrer seulement ce qui est sensible, c'est globalement de chiffrer un petit peu tout ce dont on dispose. Ça évite d'attirer l'attention sur le truc qui serait réellement sensible et le seul chiffré. Et plus on aura de personnes qui vont utiliser ce type d'outils, plus la masse de gens qui dans l'esprit de pas mal de personnes apparaîtrait suspecte serait grande et permettrait de se noyer dans la masse et d'apparaître un petit peu moins suspect. On peut chiffrer beaucoup de choses, on peut chiffrer des mails, on peut chiffrer ses fichiers. Il y a de plus en plus d'outils accessibles, grand public, user-friendly qui permettent de faire ce genre de choses. C'est dommage de s'en priver. Même si certains outils restent un petit peu encore... le terme élitiste est un peu fort, mais il y a encore pas mal d'outils, notamment pour le chiffrement de mail, avec PGP, qui reste à l'usage des utilisateurs confirmés, dirons-nous.